Je n'aurais jamais imaginé qu'une soirée tranquille passée avec mon fils à la maison me ferait tout remettre en question, l'intimité, les limites et l'amour. Si vous êtes une mère, vous connaissez probablement ce sentiment. Votre enfant est votre monde. C'est la raison pour laquelle vous vous réveillez le matin. C'est la seule chose qui vous empêche de sombrer dans le vide lorsque vous avez l'impression que le monde entier est contre vous. Je m'appelle Suna Karahan, j'ai 44 ans. Je suis infirmière aux urgences. Je suis divorcée depuis 15 ans et mon fils, mère, était la seule personne que j'avais dans ma vie. Il a maintenant 22 ans et étudie à l'université d'État d'Izmir. Il est mature, équilibré, et pour être honnête, je dois avouer que je m'appuyais trop sur lui. Nous avons une relation très proche, peut-être trop proche. Les gens autour de nous nous décrivent souvent comme étant comme frères et sœurs. Il le disait avec de bonnes intentions, et je le pensais aussi. Jusqu'à cette nuit de la fin de l'automne, une nuit d'octobre plus froide que prévu. Quand mère est rentrée fatiguée de son poste au laboratoire, je lui ai simplement dit, « Tu peux t'allonger dans mon lit, il fait plus chaud que dans ta chambre. » Ce qui m'a réveillé au milieu de la nuit, ce n'était pas un son, c'était une sensation. Cette sensation de proximité créée par le souffle de quelqu'un dans ma nuque. Ses bras m'étreignaient, comme il le faisait quand il était enfant. Au début, rien n'était anormal, mais c'était différent. Le souffle de mère était régulier, conscient. Ses bras ne faisaient pas que m'étreindre, ils me touchaient, me tenaient et semblaient attendre que quelque chose se produise. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mère ne dormait pas. Et je n'étais plus sûr d'avoir un enfant couché à côté de moi. Cela vous déroutera peut-être, ou vous mettra en colère. Peut-être ressentirez-vous de la pitié. Mais si vous lisez encore ces lignes, veuillez rester jusqu'à la fin. Car ce n'est pas une histoire réconfortante. C'est une histoire où les limites sont mises à l'épreuve, où l'amour se mêle à l'erreur, et où parfois, le cri le plus retentissant d'une famille est le silence. J'ai toujours pensé que ma vie était comme rapiécée avec des points de couture temporaires. Des fils lâches, mais qui l'empêchaient tout de même de s'effilocher complètement. En tant qu'infirmière aux urgences dans un petit hôpital d'Izmir, je pensais les plaies des autres avec calme et attention. Mais personne n'a recousu ce qui s'était brisé en moi. J'ai divorcé quand mère avait 7 ans. Mon ex-mari, Bull, n'était pas un homme méchant. Un jour, il a juste fermé la porte, a dit « Je dois réfléchir », puis il a déménagé dans une autre ville. Il n'a plus jamais regardé en arrière. Ni scandale, ni dispute, juste le silence. Le genre de silence qui vous fait sentir invisible. Je n'étais pas proche de ma famille. Ma sœur vivait à Ankara, nous ne nous parlions presque jamais. Il ne restait donc que mère et moi. Quand un enfant perd son père et qu'une mère essaie d'être à la fois mère et père, le lien entre eux cesse d'être seulement un lien maternel. C'est un lien de survie. C'est se regarder dans les yeux et se dire « Il n'y a que nous ». Mère était un enfant calme depuis son enfance. Il ne pleurait pas beaucoup, ne se plaignait pas. Il comprenait que j'étais fatigué quand je rentrais de mon quart de nuit. Quand je me levais tard le matin, il préparait son propre petit déjeuner. Un jour, je me suis réveillé à 10 heures, presque à l'heure de son cours. Il m'a juste regardé et a souri. Pas de problème, maman, mon premier cours aujourd'hui est l'éducation physique. Nous avons tout vécu ensemble. Les repas, les conversations, les courtes escapades de week-end. Je pensais que c'était une bonne chose. Toutes les mères ne pouvaient pas éclater de rire avec leur fils en regardant une émission de concours absurde au milieu de la nuit. Car quand il a commencé l'université, il a choisi une école à moins de 20 minutes de notre maison. Tu aurais pu choisir un meilleur endroit, lui ai-je dit. Il a haussé les épaules. Pourquoi irais-je loin? Je plaisantais. Enfin, tu ne pourrais pas vivre si je quittais la maison. Il a souri légèrement. Je n'ai pas peur de toi, maman. Je ne veux juste pas vivre sans toi. Je ne sais pas si ce que je ressentais dans mon cœur était du bonheur. Peut-être quelque chose de plus étrange, de douloureux et silencieux. Mère est restée à la maison pendant les 4 années de sa vie universitaire. Il ne faisait pas la fête, il n'amenait pas de petites amies à la maison. Il allait à l'école, travaillait à temps partiel. Il dînait avec moi tous les soirs. Chaque semaine, nous avions une soirée cinéma où nous mettions nos pyjamas, faisions éclater du maïs et regardions de vieux films turcs. Avant, je pensais que nous étions une équipe, mais en y repensant maintenant,
peut-être avons-nous vécu comme un couple sans nous en rendre compte. Nous vivions dans un quartier tranquille de Bornova. Des maisons à l'ancienne, des toits en pente, des vérandas en bois et des pelouses juste assez vertes. La soi-disant paix turque. La maison juste à notre droite appartenait à Monsieur Nekdet. Un veuf d'une cinquantaine d'années, grand, avec une voix grave et toujours souriant. Il avait emménagé dans le quartier environ 2 ans après le décès de sa femme, atteinte d'un cancer. Il était venu avec son chien au pelage doré, Pasa, et son habitude d'arroser les fleurs chaque dimanche matin. Monsieur Nekdet était le genre de personne que vous ne pouviez pas détester. Il savait quand parler et quand se taire. Il est venu réparer la chaudière quand elle est tombée en panne. Quand il y a eu une tempête, il a envoyé un message, « Vous allez bien tous les deux ?» Et quand je m'asseyais seul sur la véranda, il apparaissait avec 2 tasses de café noir. « Viens t'asseoir ici un peu. » Nous n'avons jamais flirté. Nous ne nous sommes même jamais tenus la main, mais nous n'étions pas des étrangers non plus. Certains soirs, nous 3 mères, Monsieur Nekdet et moi dînions ensemble. Nous parlions de l'actualité, de livres, ou nous rions simplement de la façon dont Pasa déchirait les pantoufles. Mais mère a toujours maintenu une certaine distance avec Monsieur Nekdet. Il était poli, respectueux, mais il y avait toujours une légère froideur dans ses yeux, comme s'il évaluait l'autre. Parfois, je lui demandais, « Comment trouves-tu Monsieur Nekdet ?» La réponse de mère ne changeait jamais, « Bien. » Juste ce mot, ni plus ni moins. Je le remarquais, mais je n'y prêtais pas trop attention. Jusqu'à ce qu'un soir d'hiver, la chaudière recommence à faire des siennes. Monsieur Nekdet a frappé à ma porte avec sa boîte à outils habituelle. Je l'ai invité à entrer. Mère était assis dans la cuisine, regardant son téléphone, mais dès que Monsieur Nekdet est entré, j'ai senti l'atmosphère changer. Quand je suis sorti de la pièce pour lui apporter une serviette, Monsieur Nekdet a dit doucement, « Mère ne m'aime pas. » J'ai ri, « Non, mon cher, il est juste silencieux. » Il a hoché la tête, mais quand ses yeux ont jeté un coup d'œil vers le couloir où mère avait disparu, puis sont revenus vers moi, un frisson m'a parcouru. À partir de ce jour, quand Monsieur Nekdet venait, j'ai commencé à faire attention aux yeux de mère. Ni colère, ni haine, mais quelque chose de plus profond, de la possessivité. Comme si quelqu'un essayait de me l'arracher. Au début, j'ai trouvé cela absurde, mais avec le temps, j'ai commencé à en être moins sûr. J'ai remarqué de petites choses. Mère rapprochait légèrement sa chaise de moi quand Monsieur Nekdet s'asseyait à côté de moi, posait légèrement sa main sur mon épaule, si légèrement que je le sentais aussi. Une fois, après le départ de Monsieur Nekdet, je lui ai demandé, « Qu'est-ce que tu fais ?» Il a haussé les épaules, « Rien, je ne pense juste pas que nous devions accepter autant d'être des étrangers. » J'ai ri, mais quelque chose bougeait en moi. Le soir était comme n'importe quelle soirée d'automne. Il faisait assez frais dehors pour porter un manteau fin, mais pas assez froid pour claquer la porte. Pasa a aboyé quelquefois, puis s'est blotti sur le sol pour dormir. Mère venait de rentrer de son quart de 4 heures à la bibliothèque de l'école. Ses yeux étaient enfoncés, sa voix fatiguée, ses épaules affaissées. « Tu as mangé quelque chose ?» ai-je demandé en entrant. Un demi-simi, l'autre est quelque part dans la voiture. Il a ri légèrement. Il a laissé son sac à dos près de la porte. Je veux juste m'allonger quelques minutes, j'ai la tête qui va exploser. J'ai regardé son visage. Mon vieil instinct maternel m'a poussé à le tenir, à le serrer comme je le faisais quand il était petit et qu'il avait peur du tonnerre. Ta chambre doit être froide maintenant, ai-je dit. Tirant une couverture épaisse de l'armoire, si tu veux, allonge-toi dans mon lit. Il y a le chauffage, il fait plus chaud. Mère a hoché la tête sans dire un mot. Avec un sourire aussi léger que le vent sur son visage, il a commencé à marcher vers la chambre. Ses pas semblaient lourds de fatigue. Je l'ai suivi. Quand il s'est allongé, je l'ai couvert. Ma chambre était silencieuse. Pas de lumière vive, juste la lampe de chevet sur le mur diffusant une lueur jaune tamisée, créant une atmosphère qui semblait suspendre le temps. Mère était allongée sur le côté, face au mur. La couverture enveloppait son corps d'homme. Je me suis assise sur le bord du lit, le dos appuyé contre la tête de lit, et j'ai ouvert mon téléphone pour parcourir quelques messages professionnels. L'atmosphère de la pièce a commencé à se réchauffer lentement, pas seulement à cause du radiateur électrique. Je ne me souviens pas exactement quand je me suis endormi. Peut-être quand le téléphone est tombé sur mes genoux,
ou quand le souffle de mère est devenu régulier et rythmé comme une berceuse, ou peut-être parce que j'avais moi aussi besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer, tout comme lui. Ce n'est pas un son, mais une sensation qui m'a réveillé. Un souffle chaud sur ma nuque, un bras doux autour de ma taille. Ni serré, ni pressant, juste là. Ma première réaction n'a pas été la panique, mais la paix. Mère me serrait aussi comme ça quand il était enfant. Les nuits d'orage, quand il venait dans ma chambre en pleurant dans l'obscurité, je disais, viens te coucher ici un peu, et il se blottissait contre moi comme un chaton. Il me serrait la taille et dormait paisiblement, comme s'il n'avait pas peur. Je n'ai pas bougé. J'ai senti la chaleur des bras de mon fils. Mon esprit oscillait encore entre rêve et réalité. Jusqu'à ce que je réalise que mère ne dormait pas. Son souffle était trop régulier, il n'y avait pas la détente d'une personne profondément endormie, et il y avait quelque chose dans le silence. Quelque chose qui alourdissait l'air à chaque minute qui passait. J'ai dégluti. Ma voix était aussi légère que le vent. Tu ne dors pas. Un silence. Puis le murmure de mère, comme s'il était timide, je me sens un peu mieux comme ça. Je me suis tendu un instant. Puis j'ai essayé de me détendre, comme si tout était normal, comme si c'était le même enfant que j'avais serré au primaire. Mais mon cœur a commencé à battre plus vite, non par peur, mais par incertitude, par l'incapacité de comprendre ce qui se passait réellement. Les bras de mère étaient toujours légers, calmes, mais dans ce calme, il y avait une sorte de contrôle. Comme s'il tenait quelque chose de fragile dans ses mains et ne voulait pas le perdre. J'ai fermé les yeux, je n'ai rien dit de plus. Peut-être aurais-je dû me tourner et dire à mère, va dans ta chambre, mais ma gorge était sèche et les mots restaient coincés dans ma poitrine, là où quelque chose respirait en moi. Nous sommes restés allongés ainsi pendant quelques minutes, peut-être 10, peut-être 30. J'ai perdu la notion du temps. Il ne restait que le ronronnement du radiateur et le tic-tac de l'horloge murale. Puis mère a légèrement bougé. Il s'est rapproché de moi, très peu, mais je l'ai senti. Son corps était plus proche, plus chaud. Son souffle me touchait la nuque, pas comme une brise, mais régulier, stable, presque rituel. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas osé me retourner, non pas parce que j'avais peur de mère, mais parce que je n'osais pas affronter le regard que j'imaginais dans ma tête. Car si j'avais raison, si ce regard n'était plus celui d'un enfant qui regarde sa mère, mais celui d'un homme qui essaie de réprimer quelque chose en lui, alors tout allait changer pour toujours. Mère a chuchoté juste à mon oreille, « Maman, tu vas bien ?» J'ai juste hoché la tête. Cette question est restée suspendue dans l'air comme un fil ténu touchant le centre de la tempête qui tourbillonnait en moi. Sa main a légèrement serré mon bras, ni pressant, ni forçant. Mais c'était assez clair pour que je comprenne que cette étreinte n'était pas inconsciente, elle avait un but. J'ai dégluti. La question « Pourquoi fais-tu ça ?» est venue à ma langue, mais ma gorge s'est serrée. À la place, j'ai essayé d'alléger l'atmosphère. « Repose-toi juste un peu » ai-je dit, mais ma voix ne semblait pas être la mienne. Mère n'a pas répondu, mais il n'a pas bougé non plus. Sa main était toujours sur mon bras. Son pouce a tracé lentement, presque par habitude, une ligne sur le dos de ma main, comme si nous l'avions fait maintes fois auparavant. Je n'ai pas retiré ma main, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je ne pouvais plus distinguer ce qui était juste de ce qui commençait à se mêler au dangereux. À chaque minute qui passait, je m'éloignais de plus en plus de mon rôle de mère, comme si j'étais lentement englouti par un sentiment que je ne pouvais même pas nommer. C'était quelque chose qui aurait pris feu dans ma poitrine si j'avais essayé de lui donner un nom. J'ai essayé de regarder le plafond, d'écouter le vent dehors. J'ai cherché quelque chose qui pourrait me ramener à la réalité, mais tout était trop loin. Puis mère a de nouveau chuchoté, « As-tu déjà ressenti quelque chose d'aussi juste que tu pensais que cela ne pouvait pas être faux ?» Cette question a fait que mon cœur s'est arrêté un instant. Il y avait une vérité dans chaque mot. Mère ne disait pas cela par curiosité, mais parce qu'il le croyait. Je n'avais pas encore répondu que sa voix est devenue presque étouffée, « Je n'ai personne d'autre, tu le sais. Dans ma vie, il n'y a eu que toi. » Cette phrase s'est enfoncée en moi comme un couteau, au plus profond de mon être. Car c'était vrai, douloureusement vrai. J'avais créé cette dépendance sans m'en rendre compte. C'est moi qui avais laissé cette relation grandir sans limite. C'est moi qui, au fond de moi, avais trouvé la paix quand mère ne voulait pas quitter la maison, et maintenant j'en payais le prix. Non pas en le grondant, non pas en faisant quelque chose de mal,
mais simplement en me sentant mal à l'aise. C'était le genre de malaise qui brouille les limites. Je me suis lentement tourné, essayant de ne rien briser en tournant. Mère me regardait. Pas endormi, pas innocent. Avec un regard plein d'une nostalgie qu'il ne pouvait même pas comprendre. Je l'ai regardé longtemps dans les yeux. Puis j'ai dit d'une voix douce, « Mère, tu devrais aller dans ta chambre maintenant. » Ni avec colère, ni en tremblant. C'était simplement une invitation douce mais ferme. Mère n'a pas bougé pendant quelques secondes. Finalement, il a retiré sa main. Il s'est levé du lit, m'a regardé une fois de plus sans rien dire. Je jure qu'il y avait à la fois de la déception et du regret dans ce regard. La porte s'est refermée derrière lui si doucement que c'était comme si elle ne s'était jamais ouverte. Je suis resté allongé, regardant le plafond. Mon cœur battait la chamade, comme s'il allait sortir de ma poitrine. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé, mais je savais que quelque chose s'était éveillé en moi et ne se rendormirait pas facilement. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. Ni à cause du travail, ni à cause d'un quart tôt, je n'avais de toute façon pas pu dormir. En fait, je ne savais même pas si j'avais vraiment dormi cette nuit-là après que mère ait quitté la chambre. Ce qui s'est passé après la fermeture de la porte était flou. J'avais l'impression d'avoir dérivé entre veille et sommeil pendant des heures. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai commencé à préparer du café turc. Ma main a légèrement tremblé en ouvrant le bocal de café, non pas de froid. Le souvenir du souffle de mère, de cette étreinte, était toujours là. L'odeur du café a rempli toute la cuisine. C'était une habitude que j'avais depuis des années pour retrouver le rythme normal de la vie. Mais ce jour-là, même l'odeur du café n'a pas pu combler le vide en moi. Des pas ont résonné dans les escaliers. Léger, constant. Mère portait son vieux sweat à capuche gris. Ses cheveux étaient un peu en bataille. Il est entré dans la cuisine comme d'habitude. Mais quand nos regards se sont croisés, j'ai senti que quelque chose avait changé. Il n'y avait ni évitement dans son regard, ni excuse. Mais il n'y avait pas non plus d'innocence. Juste le silence. Le genre de silence qui sait ce qui s'est passé et qui attend de voir ce que je vais faire. « Bonjour » ai-je dit la première, essayant de garder ma voix normale. « Bonjour maman » a-t-il dit et il s'est assis à table. Le café sent bon. J'ai posé la tasse devant lui. Ma main a accidentellement touché la sienne, et à ce moment-là, ma main s'est retirée avec un réflexe télégraphique. Mère a semblé un peu surpris mais n'a rien dit. Il a bu une gorgée de café. Ses yeux étaient toujours sur moi. « Tu as bien dormi » ai-je demandé, essayant toujours d'agir normalement. « Bien. » Une réponse courte, mais suivie d'une pause, il a ajouté, « Et toi, maman ?» J'ai ri légèrement, j'ai eu un peu de mal à dormir. Mère n'a pas posé d'autres questions, mais il savait pourquoi. Cette connaissance est restée suspendue dans la cuisine, entre l'odeur du café et la faible lumière du matin. Nous avons pris le petit déjeuner en silence. Pour deux personnes qui vivaient ensemble depuis plus de 20 ans, ce n'était pas si étrange. Mais aujourd'hui, ce silence n'était pas familier. C'était comme un mur nouvellement construit, mince, silencieux mais fragile. Après le petit déjeuner, mère s'est levée pour ranger les assiettes, ce qu'il ne faisait pas souvent. « Je vais sortir un peu » a-t-il dit, le dos tourné vers moi. « Je vais probablement me promener un peu autour de l'école. » J'ai hoché la tête, pas de problème, va prendre l'air. Mère s'est retournée et m'a regardé. Comme s'il voulait dire quelque chose mais y renonçait. Il a juste pris les clés, mis son manteau et est sorti de la maison. Quand la porte s'est refermée, j'ai poussé un profond soupir. Ma poitrine s'est sentie desserrée de l'intérieur, comme si les fils qui la retenaient s'étaient dénoués. Je me suis rassis à table. Mon regard s'est posé sur la chaise où mère venait de s'asseoir. Cela n'aurait pas dû arriver la nuit dernière. Rien n'était ouvertement faux. Personne n'avait franchi de limite physique. Pas un seul mot inapproprié n'avait été prononcé. Mais tout, ce regard, ce souffle, ce toucher, ce silence, tout avait un sens. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas comprendre. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était de ne pas ressentir de dégoût. Je ne dégoûtais pas mère, ni moi-même. J'étais juste confuse, pleine de culpabilité et je me sentais très, très seule. J'étais resté trop longtemps seul avec mon fils.
Nous nous étions trop appuyés l'un sur l'autre. Je m'étais menti à moi-même en me disant qu'une relation mère-fils aussi étroite le protégerait du monde extérieur. Mais peut-être, sans le vouloir, avais-je créé un monde clos, un cocon, et la personne qui en était sortie n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un homme qui me regardait avec d'autres yeux. Pendant les 3 jours suivants, Mère n'était pas le Mère habituel. Son comportement n'était pas contraire à son caractère, au contraire, il agissait presque trop correctement. Il dînait toujours avec moi, me demandait toujours où tu es arrivé, rangeait toujours la vaisselle. Mais il y avait quelque chose dans son regard, ce regard prolongé qui restait accroché à mes yeux. Ce regard qui déplaçait soudainement mon cœur, et ce qui me troublait le plus, c'est que j'avais commencé à attendre ce regard. Je me suis rendu compte que je passais plus de temps à m'habiller devant le miroir. Avais-je l'air fatigué? Mère me trouvait-il aussi chaleureuse ce jour-là? Une partie de moi, réchauffée par la solitude, avait commencé à considérer le regard de mon fils comme un réconfort. Je n'aimais pas ça, mais je ne pouvais pas le nier. Le jeudi soir, j'ai frappé à la porte de Mère, pensant simplement que le modem ne captait pas. Une petite chose, je voulais qu'il regarde mon ordinateur portable. Mère était assis à son bureau. Il portait un t-shirt blanc, ses cheveux étaient mouillés, fraîchement sortis de la douche. La pièce était remplie de l'odeur de savon et de bois provenant de la bibliothèque. Tout était calme, trop calme. L'ordinateur portable de maman est en panne, ai-je dit, en essayant de garder ma voix aussi neutre que possible. Mère a tourné sa chaise et a hoché la tête, apporte-le ici que je regarde. J'ai tendu le téléphone. Je me tenais à côté de lui. Mes yeux se sont involontairement posés sur sa main alors qu'il parcourait le clavier. Cette main qui me tenait la main pour traverser la rue quand il était petit était maintenant grande, forte, décidée. Tu te souviens comment tu criais quand Internet tombait en panne? J'ai souri légèrement, sur un ton nostalgique. Mère a aussi souri, mais ensuite il m'a regardé directement. Il a légèrement incliné la tête, la lumière de l'écran se reflétait dans ses yeux. Maintenant, c'est toi qui as besoin d'aide, a-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête, je n'ai pas répondu. Puis il s'est levé, m'a rendu l'ordinateur portable mais n'a pas reculé. Il n'y avait presque pas 1 centimètre entre nous. Tu sais quoi, a dit Mère. Mes amis à l'école te prennent pour ma sœur quand ils te voient. J'ai ri, mais une froideur s'est répandue en moi. Vraiment? Oui, j'ai montré une photo de nous deux à un ami. Il a dit, c'est ta petite amie? J'ai essayé de rire, comme si c'était drôle. Mère n'a pas ri. Je n'ai pas corrigé, a-t-il dit. Il a cru que tu étais ma petite amie et je n'ai pas corrigé. Il n'a pas dit que tu étais sa mère. L'air est devenu soudainement glacial. J'ai regardé son visage. J'ai légèrement ouvert la bouche, comme pour dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Mère me regardait toujours. Il n'y avait ni défi dans son regard, ni invitation, juste une vérité nue. Je ne sais pas, a-t-il continué, mais à ce moment-là, ça ne m'a pas semblé si faux. Les battements de mon cœur résonnaient dans mes oreilles. Ma tête a commencé à tourner. J'ai posé ma main sur ma poitrine, comme si mon cœur allait tomber par terre. Mère, ai-je commencé, mais Mère a reculé d'un demi-pas, comme s'il venait de réaliser qu'il avait touché un point de non-retour. Désolé, a-t-il dit précipitamment. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit une chose pareille. Je suis sorti de la chambre. Sans même me souvenir exactement comment j'étais sorti, la porte de la chambre de Mère s'est refermée derrière moi, comme un coup final porté à la dernière illusion qu'il me restait que tout était normal. Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger, ni lire, ni dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais Mère dans la lumière tamisée de l'écran. Cette voix, je ne changerai pas. Et le plus douloureux, c'était de ne pas ressentir de dégoût pour lui. Ce qui me faisait mal, c'était de savoir que Mère aimait la mauvaise personne. Ce qui était encore plus douloureux, c'était de savoir que j'avais contribué à ce qu'il s'engage sur cette voie. En vivant trop près, en ne lui accordant pas d'espace, en mélangeant les rôles de mère, d'ami et de tout le reste, je l'avais enfermé dans un sentiment que je ne pouvais pas nommer. Je me suis serré dans mon oreiller et, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai pleuré silencieusement, mes larmes coulant sans bruit. 3 jours après cette conversation tendue avec Mère, je n'avais toujours pas eu une seule nuit de sommeil décente. Aller au travail était devenu un automatisme, une machine fonctionnant au pilote automatique.
Vérifier les signes vitaux, changer les pansements, faire les injections. Distribuer des sourires de façade. Mais à l'intérieur, j'étais en train de me noyer dans un torrent qui montait un peu plus à chaque heure, et personne ne le remarquait. Cet après-midi-là, il faisait froid. Le ciel était gris, cendré, sans la moindre trace de soleil. Je venais de rentrer à la maison quand on a frappé à la porte. 3 coups doux et réguliers, ni pressés ni hésitants. J'ai ouvert la porte. Devant moi se tenait Monsieur Nekdet, dans son épais manteau bleu foncé, avec une petite boîte à outils à la main. « Bonjour Suna » a-t-il dit, avec son sourire calme et chaleureux habituel. « Il semble qu'une des lattes de votre clôture arrière soit desserrée de ses charnières. Vous voulez que je vous aide ?» J'ai hésité un instant. « Bien sûr, merci. » Je ne l'avais même pas remarqué. Monsieur Nekdet a hoché la tête. « J'ai l'habitude, ces petites choses deviennent des problèmes plus importants si on les laisse trop longtemps. » Je l'ai invité à entrer. Mère était à l'étage, j'entendais ses pas aller d'une pièce à l'autre. Pendant que je versais du café à Monsieur Nekdet, Mère est descendue. Il a jeté un coup d'œil, a vu Monsieur Nekdet assis à la table de la cuisine. « Bonjour Monsieur Nekdet » a-t-il dit, poliment comme toujours. « Bonjour Mère » a répondu Monsieur Nekdet. Sa voix était équilibrée, ni brusque, mais certainement pas joyeuse non plus. Mère a pris une pomme dans le panier de la cuisine, a commencé à l'éplucher avec un petit couteau. Je pouvais sentir l'atmosphère de la pièce changer instantanément. Ce n'était pas assez tendu pour qu'une dispute éclate, mais l'air s'épaississait, comme si une tempête était proche. « Tu continues à travailler à la bibliothèque » a demandé Monsieur Nekdet, par courtoisie. Mère a hoché la tête. « Toujours le quart de nuit. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de monde. » J'ai interrompu, essayant d'adoucir l'ambiance, il rentre généralement tard, un jour je me suis endormi et je n'ai pas réalisé s'il était rentré ou non. Tu t'es endormi, intéressant, a ri Monsieur Nekdet en se tournant vers moi. Tu es pourtant quelqu'un de prudente. Mère s'est légèrement redressée, a mordu dans la pomme, l'a mâchée lentement. Ses yeux ont glissé du visage de Monsieur Nekdet au mien. Je monte, a-t-il dit. Il s'est retourné sans attendre de réponse. Ses pas étaient légers mais déterminés. Il a marché jusqu'à sa chambre à l'étage et a fermé la porte. Le silence s'est installé. Monsieur Nekdet a bu une gorgée de son café. Il a posé la tasse sur la table et m'a demandé sans me regarder, « Suna, tu vas bien ?» La question était simple, douce, mais elle m'a serré la gorge. « Pourquoi demandes-tu » ai-je dit. Il a haussé légèrement les épaules avec un sourire contraint. « Parce que ces dernières semaines, tu ne ressembles plus à ton ancienne toi. » Mère non plus. J'ai hésité. « Qu'est-ce que tu veux dire » ai-je dit. Monsieur Nekdet a posé sa main sur sa boîte à outils. Il en a sorti un tournevis et a commencé à le faire tourner entre ses doigts. Il était évident qu'il temporisait. « Suna » a-t-il dit, « je ne suis pas une personne curieuse, tu le sais. Mais je vis dans la même rue que toi depuis 10 ans. J'ai vu comment vous viviez, à quel point vous étiez replié sur vous-même. Parfois, vous êtes même plus proche que ma femme et moi ne l'étions. » J'ai failli l'interrompre, mais il a levé la main comme pour demander la permission de continuer, et il a dit, « Il n'y a rien de mal à cela. Les gens peuvent s'aimer, mais parfois, si l'amour reste seul, il change de forme. Il peut perdre son chemin sans la lumière des autres. » Je l'ai regardé longuement dans les yeux. Dans ma confusion, je n'ai pu formuler qu'une seule phrase. « Tu parles de Mère et moi. » Monsieur Nekdet n'a pas répondu tout de suite. Son visage n'était ni accusateur ni curieux, mais ses yeux étaient comme un miroir. Un miroir que je ne voulais pas regarder. « Je ne pense rien » a-t-il dit d'une voix douce. J'ai juste vu un fils regarder sa mère comme un homme regarde la femme qu'il aime. Et j'ai vu une mère qui est fatiguée d'essayer de maintenir les choses telles qu'elles sont. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais de toute façon pas. Monsieur Nekdet s'est levé. Il a pris sa boîte à outils. La clôture à l'arrière a probablement besoin d'une nouvelle charnière. J'en apporterai une demain. J'ai hoché la tête. Dans mon esprit, tout était comme du bruit parasite, comme un décalage de fréquence à la radio. En marchant vers la porte, il s'est soudainement arrêté. Il s'est retourné et a dit une dernière phrase, « Suna, tu n'as pas besoin de répondre. Mais si tu as peur de quelque chose en toi,
cette chose ne disparaît pas, elle ne fait que changer de forme. La porte s'est refermée derrière lui. Je me suis effondré sur la chaise où j'étais assise. Mes paumes étaient glacées. Pour la première fois, j'ai réalisé que nous n'étions plus seulement nous deux. Quelqu'un d'autre avait vu, avait suspecté, et l'aveu n'était pas nécessaire. Seuls les détails, les regards, les distances, la vérité inexprimée s'échappaient désormais de chaque fissure de cette maison, et je ne savais pas combien de temps il me restait, combien il restait avant que tout ne déborde. Je ne sais pas si Monsieur Necdet a dit quelque chose à Mère cette nuit-là, mais Mère a changé après cette nuit. Il ne me regardait plus de la même manière. Il ne touchait plus légèrement mon épaule en passant dans la cuisine. Il n'a même pas demandé si nous allions faire notre soirée cinéma hebdomadaire. Mère était silencieux, mais ce silence n'était pas un silence de paix. C'était le silence avant la tempête. Le samedi soir, je venais de me préparer un chocolat chaud et m'enveloppais dans ma couverture pour allumer la télévision quand j'ai entendu les pas de Mère dans les escaliers. Il a marché directement dans le salon. Il s'est arrêté juste devant moi et m'a regardé. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était prononcé avec une tension. J'ai éteint la télévision. « D'accord, de quoi s'agit-il, Mère ?» Il a hésité un instant. Comme s'il s'attendait à ce que je sache déjà de quoi il s'agissait. De Monsieur Necdet. Mon cœur s'est ralenti. J'ai poussé un petit soupir. Mère, si c'est ce que tu penses. Il m'a coupé. J'ai vu comment tu le regardais et comment il te regardait. J'ai vu le sourire qui apparaissait sur ton visage quand il venait. Tu ne m'as jamais souri comme ça, même si j'ai vécu avec toi toute ma vie. J'ai lâché mon verre. J'ai forcé ma voix à ne pas trembler. Mère, es-tu jaloux? Oui. Il l'a dit si vite que j'ai été surprise. Je suis jaloux et je ne veux plus le cacher. J'ai dégluti. Tous mes muscles se sont tendus. Mère, tu es mon fils, ai-je dit. Ma voix était comme un frein. Ce que tu ressens est faux. Je ne te blâme pas, mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mère a laissé échapper un rire étouffé, un rire contenu. Faux? Tu crois que je veux ressentir ça? Sa voix a craqué. Tu as été la première personne que j'ai aimée dans ma vie. J'ai appris l'amour, l'affection, la loyauté de toi. Tu étais tout. Si c'est faux, cela signifie que j'ai vécu dans le faux toute ma vie. Je me suis levé rapidement du canapé. Ces mots étaient comme des couteaux. Mère, je suis également confuse, mais l'amour entre nous n'est pas ce que tu penses. C'est une déviation, un manque de distance. Maman, a-t-il dit, tu as fait une erreur en ne me laissant pas vivre ma propre vie, mais je ne peux plus m'arrêter. Je ne peux pas te laisser aller plus loin. Il a fait un pas. Son visage était tendu. Il était sur le point de pleurer mais se retenait. Tu sais quoi? Quand Monsieur Necdet entre, j'ai envie de crier. Je te vois changer à ce moment-là. Plus douce, plus gentille. Mais m'as-tu déjà traité comme ça? Je l'ai regardé profondément dans les yeux et à ce moment-là, je n'ai pas vu un enfant, mais un homme seul, désespéré, piégé dans un sentiment sans issue. Je dois être libre, mère, ai-je dit. Ma voix était rauque. Je dois m'éloigner de toi le plus vite possible. Non. Mère a presque crié. Je ne veux pas m'éloigner de toi. Je veux juste que tu me vois comme une personne, pas comme un fils. Comme une personne qui aime. Je suis resté figé et à cet instant, mon propre cœur m'a trahi. Car j'ai compris. J'ai compris pourquoi Mère disait cela. Parce que moi aussi, au moins une fois, j'avais souhaité que quelqu'un me voie non seulement comme une mère, mais comme une femme. Mais j'étais une adulte, une mère, et je ne pouvais pas laisser mes sentiments décider de ce qui était juste ou faux. La pièce était remplie d'un silence amer. Le silence non pas de l'attente, mais du vide après une explosion. Mère m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il n'y avait ni colère ni supplication, c'était comme les yeux de quelqu'un qui avait tout perdu, même le droit d'être triste. Désolé, a dit Mère, d'une voix faible. Non pas de ressentir ça, mais de savoir que tu ne ressentiras jamais la même chose. J'ai tremblé. Mes yeux se sont remplis de larmes, j'ai essayé de les retenir mais n'ai pas réussi. Je ne comprends pas, ai-je dit en secouant la tête.
Non pas parce que tu ne m'aimes pas, mais parce que tu m'aimes trop. Pour ne plus me blesser. Mère s'est arrêté. Puis il s'est retourné. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il voulait réprimer quelque chose qui montait en lui. Ne t'inquiète pas, a-t-il dit, se dirigeant vers les escaliers. Je vais sortir un peu. Mère, je n'ai rien fait de mal, ai-je dit. Mère m'a coupé sans regarder en arrière. Je ne veux juste pas vivre dans une maison où chaque fois que je te regarde, je ne vois que du regret. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas répété son nom. Je suis resté là où j'étais. J'ai laissé ses pas résonner sur le parquet, comme un coup porté à mon cœur. La porte s'est refermée derrière lui. Je n'ai pas bougé pendant longtemps. Puis je me suis assise sur la chaise où Mère s'était tenue devant moi quelques minutes plus tôt. J'ai pris le chocolat chaud encore tiède dans ma main. Je l'ai porté à mes lèvres mais je n'ai pas pu le boire. Tout était coincé dans ma gorge. Ma gorge était sèche, mon cœur vide. C'était comme si j'étais sorti de ma propre vie. Je ne savais pas où Mère était allée. Ni combien de temps il resterait. Mais je savais une chose. À partir de ce jour, je n'étais plus la même Mère. Non pas parce que j'avais perdu Mère, mais parce que j'avais permis à quelque chose entre nous de franchir une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Non par des actions, mais par des émotions, et parfois, ce sont les émotions qui sont les plus destructrices. 3 jours après le départ de Mère, j'ai commencé à entendre des murmures dans les couloirs de l'hôpital. Ni bruyants, ni même quelques regards obliques, juste un hochement de tête inexpliqué. Des phrases à moitié avalées quand j'entrais dans la salle de garde. Au début, j'ai cru que c'était mon imagination. J'étais si fatigué que mon esprit était encore rempli de Mère, du silence de la chambre vide où il dormait. Mais le mardi après-midi, je savais que ce n'était pas une illusion. Alors que je prenais un café, Deria Ginger, une jeune infirmière de 26 ans avec une queue de cheval et un regard vif, s'est approchée de moi. Elle a pris un peu de sucre et a dit à voix basse, « Suna, j'ai déjà rencontré ton fils à l'hôpital, n'est-ce pas ?» Je me suis tourné. J'ai souri poliment. Oui, Mère est venue me chercher plusieurs fois. Deria a remué lentement son café. Ses yeux n'ont jamais quitté ma main. Je pensais que c'était ton petit ami. Vous sembliez très proche et Mère semblait très mature. Ma main s'est arrêtée sur le couvercle du pot de lait en poudre. Mon sourire s'est éteint. J'ai essayé de sourire légèrement, mais mes lèvres étaient sèches et collantes. Non, Mère est mon fils. Les gens le confondent souvent parce qu'il est très mature pour son âge. Deria a hoché la tête, mais ses yeux n'étaient pas convaincus. C'était comme si elle disait, « Vraiment ?» Comme si elle m'avait déjà rangé dans une case dans sa tête. Elle est partie après un simple au revoir. Mais l'écho de cette conversation est resté longtemps dans mes oreilles, comme gravé dans l'air, trop profond pour être effacé par une explication normale. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison. Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. J'ai regardé la pièce où cette nuit s'était déroulée. Le lit était toujours là, les oreillers aussi. La lampe de chevet jaune pâle éclairait toujours le vieux cadre photo accroché au mur. J'ai décroché le cadre. Je l'ai regardé de près. Mère me serrait par derrière, le menton posé sur mon épaule. Nous sourions tous les deux. Il avait 19 ans. Je pensais que c'était la plus belle photo de nous deux, mais maintenant je la voyais différemment. Sa main était posée sur ma taille, son menton était très près de mon cou. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant, du moins pas tout à fait. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Quelqu'un comme Deria ou Monsieur Negdet aurait-il pu remarquer quelque chose que je n'osais pas voir? J'ai délicatement remis la photo à sa place. J'ai soupiré. Je me sentais lourde comme une pierre. Personne ne savait vraiment ce qui se passait dans cette maison, mais tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas, et cela suffisait à créer le doute. Et le doute est la semence la plus dangereuse dans la société. Le lendemain matin, je suis allé au supermarché Soc, près de chez moi. En choisissant des légumes, j'ai rencontré Madame Gulfet, une voisine d'une 60aine d'années qui passait souvent devant ma maison avec son chien, habitant à une rue de là. Elle m'a regardé, a hoché la tête et a soudainement demandé, « Où est ton fils ?» Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. J'ai souri. Il reste chez un ami, il est occupé avec les études. Elle a hoché la tête à nouveau, mais ensuite elle a dit quelque chose qui m'a glacé le cœur.
Je l'ai vu devant ta porte l'autre jour. Il regardait à l'intérieur mais n'a pas sonné. Il est juste resté là un moment, puis il est parti. Je suis resté figé. C'était il y a 3 jours. Je promenais mon chien à midi. C'était un peu étrange, il ne m'a pas remarqué. Madame Gulfet a salué et s'est éloignée. Je suis resté au milieu de l'allée du supermarché, des branches de céleri à la main, mais mes yeux semblaient se noyer. Mère s'était retournée, n'était pas entrée, n'avait même pas sonné. Il s'était juste arrêté, avait regardé, et je savais que la distance entre nous était maintenant devenue un abîme. Je ne me souviens pas comment je suis rentré à la maison. Tout ce qui passait devant la vitre était accéléré, insignifiant et sans vie. Je ne me souviens que de la froideur des paroles de Madame Gulfet qui s'insinuaient en moi. Mère s'était tenue devant la porte, n'avait pas sonné, n'était pas entrée. Il était si proche, mais il n'entrait plus dans mon monde, et le plus terrifiant, c'est que quelqu'un l'avait vu. Ce soir-là, j'étais assise seule dans le coin du salon, une tasse de thé froid à la main. Le ronronnement du réfrigérateur se faisait entendre. Chaque son dans la maison était maintenant plus net, plus nu, comme si la maison elle-même laissait tomber son masque. Je suis sorti sur la véranda. J'ai relevé le col de mon manteau pour me protéger du vent. De là, la maison de Monsieur Nekdet était toujours éclairée. La fenêtre du haut était ouverte, la lampe de lecture diffusait une lumière jaune. Je ne savais pas ce que je cherchais. Peut-être un visage familier, peut-être un signe que le monde était toujours en place. Mais ensuite, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Pas de la maison de Monsieur Nekdet, mais de l'autre côté de la rue. Une voiture grise était garée à environ 10 mètres de la maison. Ses phares étaient éteints, mais on pouvait distinguer une silhouette au volant. Je suis rentré, j'ai tiré les rideaux. Mon cœur battait vite. Mon esprit essayait de raisonner. Peut-être la voiture d'un voisin, peut-être une coïncidence. Mais ce sentiment de malaise ne me quittait pas. Le lendemain matin, j'ai ouvert la boîte aux lettres devant la maison. Parmi les publicités et les factures, il y avait un papier plié en 3, sans enveloppe. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait une seule phrase anonyme, écrite au stylo noir, « Certaines choses deviennent plus visibles plus tu les caches ». J'ai failli laisser tomber le papier. Mes lèvres étaient sèches. Mes yeux ont rapidement balayé les environs, mais la rue était silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Je suis vite rentré. J'ai fermé la porte à clé. J'ai tiré tous les rideaux. Je me suis effondré sur le canapé. Le papier était sur la table. Il était petit mais semblait respirer. Qui a écrit ça? Deria? Monsieur Nekdet? Quelqu'un de l'hôpital? Ou Mère? Mère ne m'avait jamais fait pression. Il n'avait jamais utilisé de mots qui franchissaient les limites. Mais si ses émotions débordent, s'il me force à affronter la situation, je ne sais pas. Je pouvais aussi me punir avec mon imagination. Cette nuit-là, j'ai rêvé de Mère devant la fenêtre. Il ne sonnait pas, il ne parlait pas. Il me regardait juste de l'extérieur. Son visage était pâle sous le clair de lune. Dans mon rêve, Monsieur Nekdet a ouvert la porte et est entré. Sans sonner, sans rien dire. Il est allé directement au vieux cadre photo sur la table de nuit. Il l'a pris, l'a retourné face contre table, et je dormais dans cette photo, et soudain Mère était debout à mon chevet, me regardant. Je me suis réveillé. Ma chemise de nuit était trempée de sueur. Il était 3h14. J'ai allumé la lampe et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le cadre photo que j'avais retourné face contre table la veille, était maintenant sur la table, face visible. Je me suis approché. Mon cœur battait la chamade tandis que mon esprit était rempli de possibilités. Ai-je oublié? L'ai-je fait en dormant? Ou quelqu'un est-il entré? La porte d'entrée était toujours verrouillée. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Mais je ne pouvais plus le nier, quelqu'un m'observait. Cela touchait chaque recoin de ma vie, et cette personne savait. La première pluie hivernale est arrivée le vendredi soir. Alors que je n'avais plus la force de continuer, la pluie tombait à verse. Chaque goutte frappant les vitres était comme si quelqu'un frappait à la vitre. J'étais recroquevillé sur le canapé. La lumière de la télévision projetait une faible lueur sur le mur. Il y avait un documentaire à l'écran, la voix du narrateur était calme, apaisante.
J'ai fermé les yeux. Puis un petit coup, 3 fois, doux, hésitant. J'ai cru que je rêvais, mais le coup est revenu. Je me suis de nouveau dirigé vers la porte. Mon cœur battait à tout rompre. À travers l'interstice du rideau, j'ai vu une silhouette familière. Manteau noir, vieilles chaussures, cheveux foncés trempés de pluie. Mère. J'ai ouvert la porte. Il était là. Il n'avait pas de parapluie. Il ne parlait pas. Son visage était trempé de pluie. Ses yeux étaient rouges, il avait soit pleuré, soit fait un long chemin. J'ai grand ouvert la porte. Entre. Il est entré. Il n'a pas retiré son manteau, n'a même pas salué. Il m'a juste regardé longuement. Je ne sais pas si ma venue est juste, a-t-il dit d'une voix basse. Mais je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'ai hoché la tête, je comprends. Si seulement je ne comprenais pas. Mère a enlevé son manteau et l'a accroché à la chaise. Sa chemise mouillée collait à son corps. Il avait froid. Prends d'abord une douche, ai-je dit. Tu vas prendre froid. Il m'a regardé un instant. Il a hoché la tête et est allé à la salle de bain. Le bruit de l'eau se faisait entendre. Mon cœur a commencé à battre rapidement sans raison. 10 minutes plus tard, Mère est sortie. Ses cheveux étaient encore mouillés. Il portait le vieux pyjama que j'avais laissé dans sa chambre. Il m'a regardé. J'étais toujours assise sur la chaise. Pour la première fois depuis des semaines, nous étions dans la même pièce, sans rien entre nous. Tu m'as manqué, maman, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas osé. J'avais peur que si je disais le moi aussi, quelque chose se brise. J'ai essayé de rester loin. J'ai résisté à l'envie d'appeler. J'ai essayé de ne pas penser à toi. Mais plus j'essaie, plus. Mère a dégluti. Sa voix était faible, rauque. J'ai écrit beaucoup de lettres mais je ne les ai pas envoyées. Je les ai toutes brûlées. J'ai senti mon cœur se serrer. Que as-tu écrit, ai-je dit. Étais-je prête? Je ne savais pas. Mère m'a regardé. Ses yeux brillaient, non pas d'espoir. Car le moment était venu. Si tu n'étais pas ma mère, a-t-il dit. Je t'aurais serré longtemps dans mes bras, je t'aurais embrassé, je t'aurais gardé comme une amante. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. La maison était remplie du bruit de la pluie. Les mots étaient comme des couteaux. Mère a fait un pas. Je sais que c'est faux, je le sais vraiment, mais les émotions n'ont pas de logique. Elles n'ont que de l'intensité. J'ai tremblé, pas seulement de peur. Parce que je comprenais chaque mot qu'il disait. Et c'était le plus terrifiant. Mère s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas touché. Il s'est juste assis à 2 pas. Je ne te toucherai pas. Je te le promets, mais s'il te plaît, regarde-moi juste une fois comme une personne, pas comme un fils. Je me suis retourné et j'ai fait ce que je n'avais pas osé faire depuis des mois. Je l'ai regardé dans les yeux. Sans fuir, sans faire semblant d'être aveugle, et là, j'ai vu la solitude, la douleur, le désir, la culpabilité, une vie réprimée. J'ai vu toute l'âme de quelqu'un piégé dans les étiquettes de fils et de mère. J'ai tout vu et je n'ai pas ressenti de haine pour lui. Je ne sais pas exactement comment ma main a atteint ce moment-là. Peut-être par instinct, ou peut-être un réflexe quand quelqu'un est brisé en 1000 morceaux. Tout ce que je sais, c'est que ma main était sur la joue de Mère. Douce, tremblante, silencieuse, chaude. Il a fermé les yeux. Il n'y avait ni dureté, ni exigence. Juste un toucher. Mère a penché la tête vers ma main. Ses lèvres étaient serrées, sa mâchoire tremblait. Il a chuchoté, « S'il te plaît, ne retire pas ta main. » Je n'ai pas retiré ma main parce que je savais que si je le faisais, je ferais ce qui était juste. Mais je briserais aussi le cœur des 2 personnes dans la pièce. Je ne l'ai pas embrassé. Il ne m'a pas embrassé non plus. Mais nous sommes restés assis ainsi, séparés de quelques millimètres, pendant longtemps. Ma main était sur sa joue. Mes yeux étaient fixés sur le vide entre nous. Ce vide n'était plus sûr. Mère a tenu mon poignet. Sans tirer, sans presser, juste tenir. C'était un mouvement si léger mais nous étions au point de non-retour. J'ai lâché sa main.
Mère a ouvert les yeux et m'a regardé. Et dans ce regard, il n'y avait plus l'amour qu'on porte à une mère. Il y avait un amour complet. Faux mais indissimulable. Je me suis levé. Il s'est levé aussi. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous ne nous sommes pas embrassés. Mais la vérité de ce qui s'était passé n'était pas dans les actions. C'était dans notre acceptation de ce qui était, sans protester. Mère est entrée dans sa chambre, vide depuis des jours. Quant à moi, je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je n'ai pas allumé la lumière. La pièce était sombre mais je ne pouvais plus rien voir d'autre. Parce que je voyais clairement ce qui s'était passé. J'avais franchi la ligne. Pas physiquement, mais mentalement. Et c'était précisément ce dont je ne pouvais pas revenir. Je me suis assise sur le lit, j'ai serré mon oreiller. Mes yeux étaient ouverts dans l'obscurité. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas eu peur. Simplement, Suna n'existait plus. Personne ne pouvait savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Personne ne pouvait me blâmer. Personne ne pouvait me pointer du doigt et me dire que j'avais tort. Mais je savais. J'avais tort, et peut-être que je ne voulais pas arranger les choses. Le lendemain matin, le ciel était clair. Il faisait froid. Pas de pluie. Pas de tempête. Mais la maison était toujours remplie de l'écho de quelque chose d'innommable. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café. Mes mains ne tremblaient plus, mais je ne les sentais pas non plus. Chacun de mes mouvements était clair, précis, impeccable. Comme si mon corps faisait son devoir à la place de mon esprit. Mère est descendue les escaliers au moment où je posais la tasse sur la table. Il portait un pull gris. Ses cheveux étaient en bataille. Il n'y avait plus la panique de la nuit dernière sur son visage. Il s'est assis en face de moi. Nous nous sommes regardés. Non pas pour savoir qui parlerait le premier, mais en sachant que tout ce qui serait dit ferait mal. J'ai parlé la première. Tu dois partir pour un temps. Mère a immédiatement hoché la tête. Il n'a pas demandé pourquoi, n'a pas blâmé. Il a juste hoché la tête. C'était la chose la plus inattendue, et la plus dévastatrice. Il y a des chambres vides à l'université, je peux y rester un moment, a-t-il dit. J'ai voulu dire, tu as de l'argent? J'ai voulu dire, fais attention à tes repas. J'ai voulu dire, appelle-moi si tu as besoin de moi. Mais tout cela semblait si faux, comme des phrases de bonne mère. Parce que je n'étais pas cette mère. Plus depuis la veille. J'ai juste hoché la tête. Mère m'a regardé longtemps. Il y avait peut-être des milliers de mots inexprimés dans ce regard, mais il n'en a choisi qu'un. Désolé, a-t-il dit. J'ai aussi hoché la tête. Pourquoi, a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. De t'avoir élevé dans un monde où il n'y avait que moi, et pas d'autres personnes. Mère a répondu avec un sourire doux mais mélancolique, tu étais mon monde, c'est là le danger. Le silence est revenu. Je me suis levé, je suis monté à l'étage. J'ai pris une enveloppe dans le tiroir. Je l'ai posée sur la table. Il y a de l'argent pour quelques semaines ici, si ce n'est pas suffisant, dis-le-moi. Mère n'a pas pris l'enveloppe. Il a juste regardé, comme il regarderait un étranger. Combien de temps ne nous parlerons-nous pas? Pour la première fois, sa voix a tremblé. Jusqu'au jour où je pourrai te regarder sans désirer t'aimer comme je le veux. Mère a fermé les yeux, a pincé les lèvres et a hoché la tête pour la troisième fois ce matin-là. Ce hochement de tête était la fin d'un chapitre. Il a rapidement rangé ses affaires. Quelques vêtements, un ordinateur, un téléphone. Pas un cadre photo, pas un livre. Je le sais parce que j'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre. Avant de quitter la maison, il s'est de nouveau retourné. Tu vas aller bien, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Et moi? Mère a souri légèrement. Je ne suis pas sûr, mais j'essaierai au moins de vivre comme une personne normale. J'ai ouvert la porte. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras, nous ne nous sommes pas touchés. Nous nous sommes dit au revoir comme deux personnes qui se sont aimées mais qui, si elles étaient un peu plus proches, gâcheraient tout. La porte s'est refermée silencieusement derrière Mère. J'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas allumé la lumière. Je ne me suis pas assise. Je suis resté debout. Dans ce couloir,
là où les pas de mon fils résonnaient. Là où des jours paisibles avaient autrefois été vécus. Maintenant, ce n'était qu'un couloir vide. Silencieux. Plus personne ne passait. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai enlevé le miroir du mur. Je l'ai retourné. Il y avait une ligne écrite au dos par mère pour mon 16e anniversaire, « Je serai toujours à tes côtés, maman. Quand tu seras vieille et quand je serai grand. » Nous sommes deux personnes dans un petit monde. Je me suis assise en serrant le miroir contre ma poitrine. Mes paumes étaient serrées. Mes yeux étaient grands ouverts, mais pas une seule larme n'a coulé. Parce que je savais que si deux personnes étaient trop proches dans un petit monde, l'une devait sortir. Sinon, elles sombreraient toutes les deux. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le départ de mère. Je vivais comme une ombre. J'allais et venais au travail. Le silence. Encore une fois, personne ne posait de questions. Personne ne parlait de mère. La maison semblait s'être habituée à son absence. Il y avait un silence étrange, comme si son absence était devenue normale. Je ne l'ai pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Je ne savais pas où il était. Ce qu'il mangeait, s'il était malade. J'ai souvent tenu le téléphone à la main. J'ai écrit « Tu vas bien ?» Puis j'ai effacé. Non par fierté. J'avais peur de ne pas pouvoir me retenir s'il disait non. Le samedi après-midi, alors que je pliais le linge, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Je ne voulais pas répondre, mais j'avais un pressentiment, et c'était le bon. Une voix de femme, pressée, avec des klaxons de voiture en arrière-plan. « Vous êtes la mère de Mère Karahan, n'est-ce pas? Je suis infirmière à l'hôpital privé Géomout. Vous devez venir ici tout de suite. » J'ai quitté la maison en courant. J'ai conduit plus vite que jamais dans ma vie. Mes paumes transpiraient. Des centaines de scénarios dans mon esprit, accident, suicide, agression, tout menait à une seule question terrifiante, si c'est la dernière fois, pourrais-je dire je t'aime? Quand je suis arrivé, l'état de mère était stable. J'ai été emmené dans la salle d'attente. Un jeune médecin soigné est arrivé. Il a parlé avec un visage professionnel. Il est gravement déshydraté. Épuisé par le stress et la malnutrition. Il était probablement inconscient depuis plusieurs jours. Je ne comprends pas, que voulez-vous dire? Il a été trouvé dans une petite pension avec un beau jardin à l'ouest de la ville. Il était allongé inconscient dans sa chambre, et sur la table, il y avait 3 paquets de nouilles instantanées non cuites et une pile de notes. Je me suis figé. Des notes? Le médecin m'a regardé longuement. Puis il a parlé lentement. Sur certaines d'entre elles, votre nom est écrit. Les émotions sont déversées sur les lignes de manière urgente et tourmentée. Nous ne savons pas s'il écrivait des lettres, s'il pensait à quelque chose. Quand je suis entré dans la chambre de mère, mon cœur battait si fort que je n'entendais aucun autre son. Il était sous perfusion, ses yeux étaient fermés, il était affaibli, pâle, et soudain, ce n'était plus un homme qui essayait de prouver quelque chose, c'était le petit garçon que j'avais endormi il y a des années. Je me suis assise à côté de lui, j'ai pris sa main. Il n'a pas ouvert les yeux mais ses doigts ont lentement serré ma main, comme s'il me reconnaissait. J'ai pleuré silencieusement, sans un bruit. Mes larmes coulaient sur mes mains. Il n'y avait ni excuse, ni juste, ni faux. Il y avait juste une mère dont le fils était brisé, et qui savait que, quoi qu'il arrive, son enfant avait besoin d'elle. Je suis resté à son chevet toute la nuit. J'ai lu les notes du médecin, les papiers dont l'encre avait bavé. Les répétitions. Mon nom. Les phrases. Si je disparaissais, te sentirais-tu mieux? Si c'est un péché, pourquoi m'aimes-tu encore autant? J'ai essayé de ne pas aimer mais les sentiments ne meurent pas aussi vite que la raison. J'ai pris ma tête entre mes mains. Le monde tournait et je savais plus clairement que jamais. Je ne pouvais plus le laisser. Mais si je continuais ainsi, je me perdrais. Le lendemain matin, quand mère s'est réveillée, nos regards se sont croisés un instant. Puis il a commencé à pleurer. Sans mots, sans fierté. Juste un son brisé s'échappant de sa poitrine. Et moi, brisé et en morceaux, j'ai dit ce que je n'avais jamais osé dire. Je vais t'aider, mais plus comme avant. Tu as besoin de thérapie. Je viendrai avec toi mais je serai là de loin. Mais plus dans ton petit monde.
Parce que je veux aussi vivre. Mère n'a pas hoché la tête immédiatement. Il m'a regardé longuement. Puis il a chuchoté, j'accepte, si seulement tu continues de m'appeler mère. Un mois s'était écoulé depuis l'incident à l'hôpital. Mère a déménagé dans la résidence universitaire. Je ne lui rendais pas visite tous les jours. Au lieu de cela, je lui envoyais un petit colis chaque semaine. Des livres, quelques-uns de ses aliments préférés, et je mettais une note manuscrite dans chaque colis, maman n'est pas là, mais elle n'est pas partie non plus. Mère n'a jamais répondu à ces notes, mais je savais qu'il les lisait. Parce que lors du dernier appel, il a dit, je les garde toujours toutes, même si ça fait un peu mal. J'ai souri. Il a souri aussi. Pour la première fois depuis des mois, notre conversation était fluide. J'ai aussi repris mon travail, mais je n'étais plus la même personne. J'ai commencé à faire des promenades matinales, juste pour pouvoir respirer, et j'ai commencé une thérapie personnelle de mon plein gré. Elle s'appelait Madame Sema. Pendant la première séance, elle ne m'a rien demandé. Elle a juste dit, je suis là quand vous serez prête. Ce n'est qu'à la 3e séance que j'ai pu dire, je ne sais pas si je suis une bonne mère. Je ne suis pas sûr d'être la bonne femme non plus. Madame Sema a souri doucement, sans jugement. Vous n'êtes pas obligé de choisir entre les deux, mais vous devez être honnête avec vous-même et prendre vos responsabilités. C'était le premier pas pour apprendre à me regarder et à me voir sans me détester. Mère a également rejoint un groupe de soutien universitaire de son plein gré. Il n'a pas beaucoup parlé du contenu, mais un jour, il m'a envoyé un message, aujourd'hui, j'ai réalisé. L'amour n'a pas toujours besoin d'être nourri. Parfois, aimer quelqu'un, c'est apprendre à ne pas le posséder. J'ai gardé ce message. Je l'ai lu maintes fois et pour la première fois, j'ai compris. Mère grandissait, mais non plus dans le giron d'une mère, mais en dehors. Un après-midi, en nettoyant ma bibliothèque, j'ai trouvé un vieux carnet avec de courtes notes que j'avais écrites à mère quand il était bébé. Sur la dernière page, il y avait une phrase que j'avais écrite le jour où il avait été taquiné au collège pour être trop attaché à sa mère, « Si le monde te voit différemment, je serai la première à te protéger et la dernière à te forcer à grandir. » J'ai repris le stylo. J'ai écrit en dessous, « Mais maintenant je sais que si je te protège toujours, tu n'apprendras jamais à te relever quand tu tombes. » Cette nuit-là, mère m'a envoyé un selfie. Il était debout dans sa nouvelle chambre. Il avait écrit en dessous, « Je n'ai pas grand-chose mais il y a de la lumière le matin. » C'est suffisant pour recommencer. J'ai regardé cette photo longtemps. Son visage, encore empreint de tristesse au soleil, était maintenant plus doux. Ses yeux n'étaient pas sombres, mais brillants. J'ai aussi envoyé un message. Recommence mais n'efface pas tout. Car ce qui te rend toi, ce sont les vérités qui naissent de ce qui est faux. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être plus de silence, plus de conversations inachevées. Mais je sais une chose. Nous n'avons pas aimé la mauvaise personne. Nous avons juste essayé de la retenir de la mauvaise manière. Si la maturité, c'est apprendre à aimer sans se blesser, alors je crois que nous avons tous deux enfin commencé à apprendre à aimer. Je suis allé au parc près de l'hôpital. Je me suis assise sur le même banc. Ce banc où nous nous étions assis maintes fois avec mère. Devant moi, il y avait un petit étang, légèrement ondulant, reflétant les dernières lumières du soleil du soir. Il n'y avait ni musique de fond, ni voix intérieure. Juste moi, respirant régulièrement maintenant, ne fuyant plus, ayant perdu beaucoup de choses. La conviction que j'étais une mère parfaite, l'illusion que l'amour pur était forcément juste, ce doux rêve que je pouvais retenir quelqu'un par l'amour seul. Mais j'ai préservé l'essentiel. Moi-même, entière même si pleine de fissures, mais réelle. Mon histoire ne se termine pas par une fin heureuse. Tout ne s'est pas arrangé. Il n'y a pas non plus de scène où mère et enfant se retrouvent comme si rien ne s'était passé. Nous avons choisi de nous aimer à la bonne distance. Ni trop proches au point de nous détruire, ni trop éloignés au point de nous perdre complètement. Et c'est ce que nous pouvons faire de mieux. Mais si vous êtes un observateur extérieur, un spectateur qui a écouté cette histoire jusqu'ici, que pensez-vous? Suna, c'est-à-dire moi, suis-je une personne qui a franchi les limites? Ou juste une mère si seule qu'elle n'avait personne d'autre à aimer dans ce monde? Mère est-il un enfant, une âme brisée qui a besoin d'aide, ou juste un homme solitaire qui aime de la mauvaise manière? Et cette relation est-elle absolument fausse?
Ou est-ce une tragédie où personne ne veut vraiment avoir tort, mais où les émotions, les instincts, les circonstances nous poussent au-delà de la ligne? Laissez votre réponse. Car il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a qu'une vérité que vous choisissez de croire. Je m'incline en remerciant tous ceux qui ont écouté cette histoire avec leur cœur. Peut-être avez-vous vécu assez longtemps pour lire ces lignes et comprendre que dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Il existe des relations innommables. Il existe des émotions à la fois belles et fausses. Et parfois, nous devons choisir non pas entre le bien et le mal, mais entre le cœur et les conséquences. Merci. Non seulement d'être resté jusqu'à la fin de cette histoire, mais de l'avoir écoutée avec votre cœur, comme un père, comme une mère, comme quelqu'un qui a été enfant. Car vous savez, parfois la chose juste n'est pas dans l'action, mais dans l'intention. Et ce qui est faux naît souvent d'une solitude inavouée. Vous avez aimé, vous avez perdu, vous avez laissé partir, et peut-être avez-vous continué à retenir quelque chose même en sachant que vous ne pouviez pas le laisser partir. C'est cette empathie qui fait de vous l'auditeur le plus spécial de cette histoire. Si cette histoire vous a ébranlé, vous a fait réfléchir, ou si vous êtes simplement resté silencieux pendant quelques secondes après la dernière phrase, je sais que nous nous sommes touchés à l'endroit le plus vrai de l'être humain. Merci encore, et si cette histoire continue de vivre un peu en vous, c'est le plus grand cadeau que je puisse recevoir.